Bonjour, bienvenue pour ce café causant du barreau de Saint-Quentin. Vous trouvez que la justice et les avocats sont lointains, peu disponibles, qu'ils utilisent toujours un langage abscon que personne ne comprend? Au barreau de Saint-Quentin, nous allons vous démontrer exactement le contraire. En 10 minutes, un avocat du barreau de Saint-Quentin, une personnalité, décrypte avec nous en direct l'actualité juridique. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir l'un des talents de notre barreau, maître Alexia Delvienne. Alexia, les internautes aimeraient vous connaître un peu plus. J'ai vu que vous aviez prêté serment le 14 décembre 2004. Vous êtes membre de la SCP Anna Juris. Petite question, pourquoi êtes venu à Saint-Quentin? Parce que je suis originaire de Saint-Quentin, que j'ai grandi ici et que quand j'ai décidé de devenir avocate, je n'envisageais pas de le faire ailleurs qu'ici et je ne me suis pas trompée puisque c'est un barreau qui est accueillant, qui est joyeux, qui est convivial et je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce choix de rester sur Saint-Quentin. Bien, alors, dans quel domaine du droit intervenez-vous et quelles sont vos préférences en matière juridique? Alors, j'interviens dans tous les domaines du droit. Il y a forcément des matières que j'aime beaucoup moins, du type droit administratif, droit fiscal, toutes ces choses un petit peu rébarbatives à mon goût et que d'autres font bien mieux que moi. Mais ce que je préfère, c'est le droit du travail et tout ce qui touche aux personnes et aux gens en règle générale. Donc le droit de la famille, le droit pénal, mais vraiment le droit du travail, c'est la matière que j'aime le plus et que je pratique de manière le plus intensive. D'accord. Alors, pour qu'on vous connaisse mieux, deux petites questions. Quel est votre meilleur souvenir professionnel? Et forcément après, quel est votre pire souvenir professionnel? Alors, je vais commencer par le pire. Quitte à être ridicule, autant l'être tout de suite. Mon pire souvenir professionnel, c'est quand à une audience du tribunal d'instance, à l'époque où ça s'appelait encore le tribunal d'instance, j'ai réussi à prendre le talon de ma chaussure dans ma robe et où je me suis étalée, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, devant tout le monde en pleine audience alors que j'avais des confrères qui étaient en train de plaider. Et j'avoue que c'est un grand moment de ma carrière professionnelle. Pas forcément le meilleur des souvenirs, mais bon, on s'en remet, le ridicule ne tue pas. Et le meilleur c'est compliqué, il y en a beaucoup, c'est en règle générale quand les gens vous remercient de l'accompagnement que vous avez pu leur apporter, de l'aide que vous avez pu leur apporter, même si on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, même si on n'a pas gagné le dossier, le fait d'avoir la reconnaissance et les remerciements des gens, c'est quelque chose moi qui tous les jours fait que je continue à faire ça avec plaisir et avec envie, et c'est ce qui me guide de toute façon, c'est ça, c'est l'accompagnement des gens et l'aide que je peux leur apporter à mon petit niveau. L'humanité des avocats, C'est toujours ça, et encore. toujours, c'est l'essentiel. Alors revenons-en justement, vous nous avez dit que vous étiez spécialisé en droit social, droit des licenciements, et le conseil en droit du licenciement. Une question, le harcèlement moral. Beaucoup de personnes sont souvent victimes. Pourriez-vous expliquer un petit peu ce qu'est un harcèlement moral? Quand peut-on considérer qu'on en est victime? Oui, parce que c'est une notion, effectivement, on en parle énormément, on entend beaucoup de gens dire je suis victime de harcèlement moral et ça veut dire à peu près tout et n'importe quoi. Je suis victime de harcèlement moral et malheureusement, parfois, on voit du harcèlement moral là où il n'y en a pas et on subit à l'inverse des situations qui en sont sans forcément le nommer. Et c'est vrai qu'il y a un vrai développement, une vraie prise en compte juridique aujourd'hui de ce qu'on appelle le risque psychosocial, de la santé au travail, de la dignité au travail et du bien-être des salariés au travail. Et ça a énormément d'impact sur l'employeur, puisque l'employeur il a deux obligations, parmi tant d'autres, mais sur cette matière, prévenir la survenance des faits de harcèlement moral. Donc avant que ça se passe, il faut qu'ils mettent en place tout un tas de choses, et éviter que ça se produise et sanctionner quand ça arrive. Donc vraiment, voilà, on a toute une chaîne de responsabilité de l'employeur en la matière qui est assez complexe. Le harcèlement moral, il y a deux définitions en droit. Une définition en droit du travail et une définition en droit pénal. En droit du travail, je vais vous lire la définition, voilà, qui est une définition sans être une définition, en fait. C'est toute la beauté du droit, c'est que les choses ne sont jamais effectivement très claires.
Le droit du travail dit « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Une définition qui n'est pas hyper claire non plus. Très large. Très large. En droit pénal, on retrouve les mêmes notions avec le supplément qui est la peine encourue en cas de commission des faits, puisque si on harcèle dans les conditions prévues par le droit pénal, la sanction, qui est une sanction maximale, c'est 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc des sanctions qui peuvent être effectivement très lourdes. Donc le harcèlement moral, c'est, pour vulgariser un peu, une conduite qu'on peut considérer comme abusive, par des comportements, par des paroles, par des gestes, des attitudes répétées, très importantes, systématiques, qui dégradent les conditions de travail. On va essayer d'éclairer tout ça. Le harcèlement, ça peut être un supérieur sur son subordonné, ça peut être le subordonné vers son supérieur, c'est plus rare mais ça se voit aussi, et ça peut être entre collègues sans qu'il y ait pour autant de lien hiérarchique. Donc le harcèlement moral, ça peut vraiment aller dans tous les sens possibles au sein du microcosme travail. Une des exigences de la loi pour reconnaître du harcèlement moral, c'est une répétition, des actes répétés. Ça figure expressément dans la définition que je vous ai lue. Il faut effectivement qu'il y ait une réitération, un systématisme, un renouvellement des faits. Un acte isolé, même très grave, c'est pas du harcèlement moral. Voilà. La loi exige ce caractère répétitif des agissements. Par contre, la loi n'exige pas que ça se fasse sur une longue période, ni que ça se fasse sur un délai très rapproché. Ce qui compte, c'est vraiment le caractère répétitif des agissements, que ce soit sur une courte ou sur une longue période. De la même manière, et ça va peut-être vous surprendre, on n'exige pas que l'auteur des faits, le harceleur, ait eu l'intention de vous nuire, ni même n'ait eu l'intention de vous harceler. C'est-à-dire que c'est l'effet uniquement produit. C'est l'effet produit. D'accord. Et le caractère répétitif qui compte, on se retrouve parfois avec des harceleurs qui n'avaient pas conscience d'harceler. Mais les circonstances font qu'effectivement, on peut les considérer comme tels, mais ce n'est pas une condition de harcèlement que la personne se rende compte qu'elle harcèle ou qu'elle ait l'intention de nuire ou de prendre quelqu'un comme tête de turc. Ce n'est pas du tout une condition. C'est donc juste le comportement lui-même. C'est juste le comportement en lui-même. Le second aspect pour caractériser le harcèlement moral au-delà du côté répétitif, c'est dans les conséquences que ça a, cette dégradation des conditions de travail, dégradation qu'on caractérise de 3 manières, qui sont l'atteinte aux droits ou à la dignité du salarié. Alors ça, par exemple, c'est des atteintes à la liberté d'expression, les atteintes à la vie privée, une immixtion systématique dans des aspects qui ne regardent pas l'employeur, comme les relations de couple, les relations avec les enfants. Voilà. Ça peut être une atteinte au droit ou à la dignité du salarié. La dégradation, elle peut aussi altérer la santé physique ou mentale. C'est tous les phénomènes de burn-out, c'est les phénomènes de dépression, syndrome anxio-dépressif liés au travail qu'on peut rencontrer. Petit aparté, ça peut être considéré, ça peut être reconnu maintenant comme accident du travail ou comme maladie professionnelle, donc ça c'est très important à savoir aussi. Et ça peut aussi, cette dégradation, compromettre l'avenir professionnel du salarié. Par exemple, entraver des promotions. Ça peut être des situations où il y a des vexations publiques qui font que le salarié va être empêché de retrouver du travail facilement dans des entreprises avec lesquelles il a l'habitude de travailler. Voilà les types d'atteintes et de conséquences des agissements. Ce n'est pas cumulatif, c'est alternatif. Il suffit que ça touche soit la dignité, soit altère la santé, soit compromettre l'avenir professionnel du salarié. On ne vous demande pas de cocher toutes les cases pour que ça passe. Il faut, pareillement, la loi n'attend pas que ça ait effectivement provoqué une conséquence. Il suffit que ce soit susceptible de provoquer une conséquence. C'est-à-dire que si les agissements peuvent vous rendre malade, mais qu'on n'en est pas encore arrivé au stade où vous êtes malade, ça passe aussi et ça peut être reconnu comme du harcèlement moral. Donc c'est tout en nuance.
Le harcèlement moral, c'est quelque chose de très polymorphe. Alors, vous auriez quelques exemples précis? Oui. Alors, des comportements qui peuvent être reconnaissables. Là encore, il n'y a pas de systématisme. Empêcher quelqu'un de pouvoir s'exprimer correctement ou de s'exprimer normalement. Ça peut être des agissements caractéristiques. La critique systématique, la critique injustifiée, le dénigrement, des reproches non fondés, là aussi. Tout ce qui est pratique d'isolement, le côté placardisation. Le bureau à côté des toilettes. Être mis au placard. Ne plus dire bonjour, ne plus saluer, ignorer délibérément quelqu'un quand on est dans une assemblée, dire bonjour aux autres et pas à lui. Ça, ce sont effectivement des pratiques qu'on rencontre parfois en harcèlement moral. Des injures, bien entendu, des menaces, des médisances, des calomnies, lancer des rumeurs. Voilà, tout ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Discréditer auprès de la hiérarchie, ou que ce soit ascendante ou descendante. Des modifications non motivées et non légitimes du contrat de travail. Ça rentre aussi en ligne de compte. Des sanctions injustifiées, là aussi des avertissements qui ne reposeraient pas sur des faits véritablement fautifs. Tous ces éléments peuvent rentrer dans une situation de harcèlement moral. Aujourd'hui, on reconnaît aussi quelque chose qui n'était pas forcément reconnu avant, qui est le harcèlement managérial. C'est-à-dire que le mode de management mis en place dans l'entreprise, qui parfois, on le sait, dans le monde du travail peut être un peu agressif, peut devenir en lui-même une forme de harcèlement, pourvu qu'on coche les cases des événements, des actes répétés et de la dégradation des conditions de travail. Mais juste un mode de fonctionnement d'entreprise qui n'est pas forcément fait pour nuire à quelqu'un ou pour blesser quelqu'un, juste le fonctionnement classique de l'entreprise peut être considéré à lui seul comme un système de harcèlement moral. Donc vous l'avez compris, on est sur une notion qui est extrêmement vaste, où il y a énormément de facettes possibles, qui peut revêtir tout un tas de formes possibles. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de liste de comportements qui sont des comportements de harcèlement moral. Il n'y a pas de systématisme, il n'y a rien qui est préétabli en cette matière. C'est vraiment du cas par cas, c'est du factuel et c'est de l'appréciation véritablement objective des éléments qu'on peut vous rapporter. D'accord, alors imaginons je suis un internaute, j'estime que je suis victime de harcèlement moral, ou je pense l'être en tout cas, que dois-je faire? Alors, la première chose à faire, c'est d'actionner les moyens qui sont mis à votre disposition dans l'entreprise. Puisque, normalement, si tout a été fait dans les règles, lors de votre embauche ou en cours de contrat, si vous avez été embauché avant que ce soit devenu obligatoire, vous avez dû recevoir une information sur tout ce qui est mis en place en termes de prévention en matière de harcèlement moral et sexuel et d'agissement sexiste, puisqu'on est à peu près sur les mêmes ressorts. Parmi cette information, on a dû vous donner accès et vous dire où vous pouviez accéder aux coordonnées du médecin du travail, de l'inspection du travail, du défenseur des droits, voilà, qui est aussi habilité à vous accompagner, et également, si vous êtes dans une entreprise qui est dotée d'un comité social et économique, les coordonnées du référent harcèlement au sein du CSE. Le CSE, c'est un des partenaires essentiels en matière de harcèlement moral puisqu'il dispose d'un droit d'alerte, c'est-à-dire que s'il est informé par une victime ou par des témoins qui, je le précise et je vous le rappelle, bénéficient d'une protection aussi, les témoins, au sein de l'entreprise, le CSE a l'obligation de saisir l'employeur de la question et cet employeur se trouve contraint de diligenter une enquête pour voir un petit peu si les faits sont établis et si quelque chose se fait jour, il est obligé de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour y mettre fin. Donc le CSE, c'est vraiment un partenaire ressource dans l'entreprise pour résoudre ces questions-là. Et je vous dis aussi qu'il existe une procédure de médiation en matière de harcèlement moral qui peut être mise en place à la demande soit de la victime, soit de l'employeur, mais également d'une personne qui se trouverait accusée d'harceler, alors que peut-être pas, et qui voudrait mettre en place cette mesure de médiation, puisque parfois on pense être du harcèlement moral, quelque chose qui peut parfois se résoudre juste sur une incompréhension ou sur quelque chose qu'on n'a pas compris dans un mode de fonctionnement. Ça peut se résoudre aussi par la médiation. D'accord. Et l'avocat dans tout ça, à quoi peut-il servir? C'est l'option complémentaire, voire parallèle, voire supplémentaire, puisque l'une n'exclut pas l'autre, c'est d'aller voir effectivement un avocat. Puisque comme on est sur une notion qui est très variable,
qui est très complexe, qui est très factuel, je pense très sincèrement qu'il n'y a que l'avocat qui peut vous dire si on se trouve dans une situation de harcèlement moral, en tout cas si on a des éléments suffisants pour, qui peut vous dire ce qu'il faut comme élément, parce qu'encore une fois, si on se lance dans une procédure de harcèlement moral, c'est pas sur votre joli visage que ça va se jouer, mais ça va être sur les éléments que vous allez amener pour prouver la réalité de ce que vous venez de dire. Et ça, je pense qu'il n'y a que l'avocat, puisque c'est son métier, qui sait ce que les magistrats attendent, est capable de vous orienter, de vous aiguiller, de vous accompagner. Je rappellerai que l'avocat est aussi celui qui, à mon avis, a l'indépendance par rapport au chef d'entreprise et le regard extérieur, et puis aussi toute la confidentialité qu'apporte l'avocat. Si vous n'osez pas en parler au sein de l'entreprise, votre avocat sera le guide, sera le confident et pourra vous accompagner. Et pourra déclencher les procédures, que ce soit au sein de l'entreprise par une alerte employeur, par une demande de médiation, si vous n'osez pas le faire vous-même, ou après sur un terrain judiciaire, puisque c'est l'autre pendant de ces interventions, l'une n'excluant pas l'autre encore une fois. Le harcèlement moral, elle peut donner lieu à une plainte pénale, puisqu'on a ce versant pénal du harcèlement moral, et ou, puisque là encore, là, c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être les deux, à une saisine du Conseil des prud'hommes, qui peut se faire à n'importe quel moment. Ça peut être en cours de contrat de travail, sans qu'il y ait autre chose qui justifie une saisine que l'effet de harcèlement moral. Ça peut être pour solliciter la rupture d'un contrat de travail, je pense à la résiliation judiciaire par exemple, ou à la prise d'acte, cette démission motivée par des choses qu'on reproche à l'employeur. Et ça peut être aussi à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail, pour une cause quelconque, de venir dire moi j'ai été harcelé. Une information importante, si on saisit un conseil des prud'hommes, c'est dans les 5 ans qui suivent les derniers faits de harcèlement. Puisqu'après 5 ans, c'est prescrit, ce qui veut dire qu'on ne pourra plus en parler, c'est terminé, on ne pourra plus venir rechercher la responsabilité de l'employeur une fois le délai de 5 ans à la suite des derniers faits de harcèlement expiré. Donc il faut garder en tête ce délai qui est relativement long en droit du travail, puisqu'on est d'habitude sur des prescriptions beaucoup plus courtes. En matière de harcèlement, on est sur 5 ans de prescription. Alors, j'estime que je suis victime de harcèlement, je vais saisir donc le conseil des prud'hommes. Est-ce que je dois le saisir moi-même ou est-ce que je dois plutôt demander à mon avocat de le faire pour moi? Alors, même si mon honnêteté intellectuelle me recommande de vous dire que vous pouvez le faire tout seul, puisque l'avocat n'est pas obligatoire devant le conseil des prud'hommes, je ne peux que vous conseiller de prendre un avocat qui va construire votre dossier, puisque on a un mécanisme de preuve très particulier en matière de harcèlement moral devant le conseil des prud'hommes. Ça a été pensé pour que tout ne repose pas sur le salarié, puisqu'on sait que c'est très compliqué parfois d'obtenir les preuves, surtout au sein de l'entreprise, où des collègues ne veulent pas forcément attester, accompagner, enfin voilà, c'est compliqué. Donc, il y a eu un aménagement qui a été fait. C'est un mécanisme en 3 temps, ces 3 temps se confondant, mais voilà, si on veut le décomposer, il y a 3 temps. Premier temps, le salarié qui estime être victime de harcèlement moral doit présenter au Conseil des prud'hommes des éléments précis, circonstanciés, donc ça veut dire qu'on puisse dater, qu'on puisse inscrire dans un temps précis, concordant, le but étant de pouvoir vérifier tout ça, si on n'est pas précis on ne peut pas vérifier, susceptible de caractériser l'effet de harcèlement moral. C'est-à-dire qu'à ce stade on ne vous demande pas de prouver à 100% que vous êtes victime de harcèlement moral. On vous demande de dire voilà, moi je subis ça, je subis ça, je subis ça, je subis ça, et pour moi c'est du harcèlement moral. Le Conseil des prud'hommes, une fois qu'il a tout ça se faisant en même temps, examine les faits dans leur ensemble, pas individuellement. Vraiment l'ensemble des faits. C'est une obligation qui pèse sur lui de vérifier ça de manière globale et estime si, selon lui, il peut ou pas y avoir harcèlement moral. Ce qui va le déterminer, c'est la 3e étape, qui est celle de l'employeur, qui lui doit prouver que tout ce que le salarié a apporté repose, alors soit est faux, puisque parfois ça peut être faux, soit est vrai, mais repose sur quelque chose d'objectif. Par exemple, un refus de promotion, c'est pas forcément du harcèlement. Ça peut être un refus objectif de promotion parce qu'il y avait d'autres candidats plus qualifiés et le refus de promotion, il s'explique par une vraie raison et c'est pas forcément quelque chose qui a été fait pour entasser le salarié. Donc,
Là, on est pour le coup sur l'employeur pour une vraie démonstration d'une cause objective d'un comportement adopté. Il y a certains comportements qui sont difficilement objectivables et objectivement défendables, mais il y a des comportements qui, voilà, le sont. Le refus de promotion, par exemple, le refus de formation, une modification d'un contrat de travail qui repose sur des éléments réels, précis, tangibles, acceptables. Voilà. Et le Conseil des prud'hommes, une fois qu'il a tous ces éléments, c'est lui qui prend sa décision. S'il estime qu'il y a un harcèlement moral, il en tire les conséquences, qui sont essentiellement des conséquences indemnitaires, on va être très clair, des dommages et intérêts, qui sont évalués en fonction de la durée du harcèlement, de la gravité des faits subis, et également du préjudice subi ou du préjudice qu'aurait pu subir, puisqu'il y a cet aspect de préjudice pas forcément réalisé, qui est toujours en œuvre, et avec aussi des conséquences, si la rupture repose par exemple sur du harcèlement, de nullité de la rupture, des choses comme ça, mais essentiellement des conséquences indemnitaires. Donc voilà, ce qui est très important que vous reteniez, c'est qu'on est sur une notion qui n'est pas si évidente que ça, qui a tout un tas de facettes, tout un tas d'aspects, et qu'on peut voir parfois du harcèlement là où il n'y en a pas, et ne pas en voir là où il y en a. Et que, à mon sens, c'est l'avocat qui sera en capacité de venir vous éclairer, venir se faire l'avocat du diable aussi, de vous dire ok, vous me dites ça, mais qu'est-ce que vous avez comme élément pour prouver que ça s'est passé, à telle date, voilà. Et tout ce travail de construction, il est essentiel si on veut effectivement faire en sorte que les gens qui se comportent de cette manière et qui harcèlent leurs employés, leurs collègues, voilà, se trouvent confrontés à la réalité et en payent les conséquences. D'accord, alors j'ai une question d'un monsieur Quentin qui nous pose la question suivante sur notre site internet. Je pense que je suis victime de harcèlement, la société est à Lille, mais moi j'habite Saint-Quentin. Quel avocat dois-je aller voir, un avocat de Lille ou un avocat de Saint-Quentin? Comme vous voulez, puisque nous pouvons en matière prud'homale intervenir devant toutes les juridictions françaises. Il n'y a pas de territorialité de notre intervention, donc vous pouvez, en fonction de ce qui vous est le plus pratique pour vous, choisir votre avocat. En général, moi j'ai tendance à recommander de prendre un avocat affilié, entre guillemets, c'est pas le bon mot, mais voilà, à la juridiction devant laquelle on plaide, puisque on connaît nos juges, on connaît leur sensibilité, on sait un petit peu comment ils fonctionnent et ce qu'ils attendent, donc voilà. C'est toujours plus confortable de plaider devant son conseil des prud'hommes, entre guillemets, que devant un conseil extérieur où il y a des variables qu'on ne maîtrise pas forcément et qu'on maîtrise devant les juridictions qui sont les nôtres. Mais encore une fois, on peut intervenir n'importe où et on intervient n'importe où. Le bâtonnier que je suis aura tendance à vous dire il y a beaucoup de talents à Saint-Quentin, oui. Beaucoup de compétences, Oui. Privilégiez le barreau de Saint-Quentin. Évidemment. Eh bien, écoutez, merci de votre attention et puis je vous donne rendez-vous le prochain premier jeudi du mois. Donc ce sera début décembre pour le café causant du barreau suivant.